Entre nous soit dit, Mélanie Croubalian. Bonjour à tous. Si je vous dis musique et Brésil, il y a de fortes chances pour qu'un air de samba vous trotte déjà dans la tête. Vous voyez une plage, un tout petit bikini, des fesses qui se balancent en rythme, peut-être même une pub pour une célèbre boisson à l'orange. Ces jours-ci, au septembre musical, du côté de Montreux et de Vevey, c'est bien le Brésil et la musique qui sont à l'honneur, mais pas trace de sable blanc, de caipirinha et de déhanchements tropicaux, non. C'est bien de musique classique qu'il s'agit ici. Et si vous y étiez hier, vous avez peut-être été époustouflé par la prestation des très jeunes musiciens dirigés par mon invité de ce jour. Bonjour Ricardo Castro. Bonjour Mélanie. Vous êtes musicien, pianiste et chef d'orchestre brésilien. Ces très jeunes musiciens viennent de Bahia, c'est le Yoba, comme on l'appelle. Ne pas confondre avec notre Lioba national. C'est ça. Youth Orchestra of Bahia, l'orchestre des jeunes de Bahia. Comment c'était hier? Un magnifique début d'une longue tournée. En fait, on a 11 concerts, on finit à la Philharmonie de Paris le 12. Et on vient de faire le premier à Montreux, le premier des 4 ou 5. Après-demain, on continue. Ouais. Demain à 10h, vendredi à 20h, dimanche à 16h. Ouais. Demain, il y a un concert pour les écoles. Vendredi, c'est un concert pour tout le monde, à 20h, je crois. Avec chaque fois un autre programme. Hein. Chaque fois un autre programme. Ça, donc on peut si on les a vus hier, on peut revenir vendredi, on n'aura pas la même chose. Non, c'est très différent, c'est très varié. Et j'espère que ça sera très bien aussi. J'en suis certaine, j'en suis persuadée, vous connaissant, Ricardo Castro. Dimanche, d'ailleurs, il y a aussi une invitée surprise qui n'est plus une surprise, qui est Martha Argerich. Bien, c'est un hommage qu'on lui fait pour ses 75 ans, 75, comme on dit. Oui, car vous habitez aussi en partie en Suisse, Ricardo Castro. Vous êtes brésilien, mais vous êtes non seulement pianiste, chef d'orchestre, créateur de ce yoba dans le cadre de Neojiba. C'est un mot auquel on va revenir tout de suite, mais vous êtes aussi enseignant à la HEMU, Haute École de Musique Vaud-Valais-Fribourg. Oui, en fait, je suis venu en Suisse en 84 faire mes études au Conservatoire de Genève, chez Maria Tipo. J'ai fait ma virtuosité en 3 ans. Et ensuite, j'avais fait des prix internationaux, je commençais à donner des concerts. J'ai eu des invitations pour aller ailleurs, mais j'ai voulu garder un pied en Suisse. J'ai toujours eu un pied ailleurs aussi, soit à Paris, même dans les montagnes françaises voisines. J'ai jamais quitté la Suisse depuis 84 finalement. Pourquoi vous avez voulu garder un pied en Suisse? Moi, je me trouve bien ici. C'est un endroit qui me permet une réflexion, qui me donne du temps. Ailleurs dans le monde, je suis très chamboulé par ce qui se passe autour. En fait, c'est très difficile d'être dans l'hémisphère sud ou dans un pays où il y a beaucoup de problèmes, parce que quand on sort de chez soi dans la rue, il y a quelqu'un qui est couché, qui dort dans le trottoir. Il y a des enfants qui demandent de l'argent. Donc c'est très complexe pour moi, en tout cas, de vivre dans un environnement comme ça et créer en même temps. Alors la Suisse est restée un endroit pour moi de réflexion, de silence, d'introspection et aussi d'organisation. J'ai beaucoup appris dans ce pays. Je suis devenu aussi un citoyen, bourgeois de Montreux. Et donc, à chaque fois que je reviens, c'est un peu comme une remise des pendules à l'heure. Et à chaque fois que je quitte avec la force nécessaire pour les batailles qui sont pas faciles ailleurs. Et notamment la bataille, enfin je sais pas si on peut dire que c'est une bataille, mais la bataille dans le cadre de Neojiba, Yoba, 4600 jeunes dans cet orchestre, en fait, dans cette école, hein, finalement, c'est comme une école de musique géante. Une géante. école de vie, finalement, à travers la musique, on va dire qu'on fait. On prend la musique comme moyen des rencontres, des réflexions, des développements des capacités intellectuelles, sensorielles, d'organisation, capacité de communication. Et effectivement, l'orchestre, la musique collective, la pratique collective de la musique, elle permet ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien ici en Suisse, avec tous les ensembles, les fanfares, les chœurs fantastiques qu'on a, par exemple. Notamment à Fribourg. Notamment à Fribourg. Mais je pense que l'Europe a bien compris l'importance de ces ensembles et de la manutention, que ça continue. En fait, c'est un mouvement qui est très naturel, que ça vient des gens, ça vient pas du gouvernement.
Par contre, au Brésil, il a fallu que ça vienne du gouvernement. Il a fallu Donc racontez-nous l'histoire, parce qu'il faut qu'on comprenne ce que c'est exactement que ce Neojiba. C'est l'État de Bahia qui vous a encouragé. Oui, en fait, c'est une sigle que j'ai créée et qui veut dire, je peux le dire une fois en portugais, parce que N, c'est nucleus, ça veut dire centre. La lettre E, c'est d'État. O pour orchestre. J pour jeune. I pour les enfants, c'est infantile. Ba pour Bahia. Alors à la fin, on a un mot que les gens pensent d'ailleurs que c'est du Yoruba, un truc africain, parce que vous savez, le Brésil, c'est un peu un mélange d'Afrique avec les Indiens et les Européens. Et ça, c'est un mot que j'ai créé pour essayer d'expliquer une idée que j'ai appris au Venezuela avec El Sistema. Ils ont là-bas un système d'État aussi, d'orchestre et de chœurs. C'est créé sur le même modèle, hein. José Antonio Abreu qui avait créé ce système. Totalement. Ils m'ont beaucoup aidé au départ. Je suis très triste pour ce qui se passe dans le pays maintenant. Apparemment, le système se maintient, mais finalement, cet exemple vénézuélien a beaucoup changé ma perception de faire de la musique, du métier de la musique et surtout de la capacité de la musique de changer la société, en tout cas d'apporter quelque chose d'important à l'organisation sociale, à la communauté. Alors, en connaissant le système par hasard, finalement par hasard, parce que avant 2007, quand j'ai créé le programme à Neojiba au Brésil, je voyageais comme pianiste. J'avais ma vie de pianiste assez solitaire d'ailleurs. Est-ce que le piano, on peut jouer tout seul, hein? On peut. Alors, les gens, ils aiment. Il y a un très beau répertoire. Tout le monde aime écouter sa sonate de Beethoven, nocturne de Chopin. Alors, il y a une demande qui est toujours là. Alors, je pourrais finir ma vie en train de faire mon solitaire au piano. Mais depuis très longtemps, j'étais pas content avec cette histoire, hein, avec cette histoire de jouer à la demande des agents, à la demande des salles. On est un peu des objets finalement. On n'a pas beaucoup de choix. Quand on veut être dans le marché, on veut être un nom connu. On est un peu pris par les autres, etc. Et surtout ce côté solitaire qui ne me plaisait pas. Finalement, quand je suis arrivé au Venezuela seul, même pas avec mon piano, parce qu'on est obligé à jouer. On vous fournit des pianos, évidemment, on peut pas se balader avec son piano. J'amène pas mon piano. Je suis arrivé là-bas, j'ai connu ce truc et c'était vraiment extraordinaire. Donc l'idée, en fait, de ça, de El Sistema et puis de Neojiba, c'est quoi, Ricardo Castro? C'est l'idée au fond, c'est de prouver, parce que c'est prouvé que n'importe qui peut être un bon musicien. Je dis pas un professionnel. Je dis pas qu'il va vivre de la musique. De la même façon que n'importe qui peut parler au microphone, peut se communiquer avec la voix, n'importe qui peut se communiquer à travers la musique, soit en chantant, soit avec un instrument musical. Et quand on dit n'importe qui, on parle même des gens qu'on aurait cru totalement dépourvus de talent musical, et simplement en changeant la méthodologie d'approche, en changeant aussi d'instrument, parce que parfois c'est l'outil qui est pas juste. On a raté son instrument, je sais pas. Les gens qui aiment des sonorités plus aiguës doivent pas jouer la contrebasse. Et le contraire aussi. Ou alors, quelqu'un qui a un bras qui est petit doit pas faire la trombone. Et parfois, on rate. Je comprends pourquoi vous m'avez posé ces questions avant d'entrer en studio, Ricardo Castro, juste quand vous êtes arrivé ici, parce que vous êtes ici en direct dans ce studio, vous m'avez dit, vous avez étudié la musique. Quel instrument? Voilà. Comment vous avez appris? Voilà. Et ça, c'est des questions que vous posez probablement à tous les jeunes qui arrivent dans Neojiba. Oui, d'abord. Il y en a 4600 quand même, c'est pas mal. Oui, c'est-à-dire que par rapport au Venezuela, c'est rien. Les Vénézuéliens, ils ont des chiffres impressionnants. 300 000, 500 000, on prétend pas arriver à des chiffres comme ça. Donc cette idée moi personnellement j'ai appris chez eux, d'abord que c'était possible de faire de la toute grande musique à un niveau
assez élevé de performance dans l'hémisphère sud, parce que je croyais que non, je croyais qu'il fallait être en Suisse pour ça, pour plusieurs raisons. Hein. C'est pas seulement une question culturelle, c'est que il y a un encadrement aussi. Et pour faire de la musique, c'est pas simple. Il faut un instrument en bonne condition, il faut une salle de répétition, il faut des bons professeurs. Donc, j'ai aussi compris que dans les tropiques, avant l'invention de l'air conditionné, c'est impossible de créer un orchestre. Les instruments se dérèglent. Au bout d'une année, au bout d'une heure, on n'arrive plus à se concentrer. Il fait trop chaud, c'est humide. Donc, c'est pas parce que les gens n'aiment pas, les gens n'arrivent pas à le faire. Donc, avant de venir en Europe, je travaillais pas beaucoup mon piano. Hein. J'ai dit, ça m'a coûté un moment ici pour rattraper le retard, mais j'ai pu travailler d'autres choses. J'ai pu travailler le côté humain. Finalement, j'ai pu faire des rencontres quand j'étais adolescent que j'aurais peut-être pas fait si j'étais ici en train de faire 8 heures de piano par jour. Bon, il y a toujours les deux côtés. Comme quoi, c'est une bonne combinaison. Mais vous allez nous raconter ça, Ricardo Castro, si vous voulez bien, nous raconter cette genèse finalement du pianiste que vous êtes aujourd'hui et du chef d'orchestre et du créateur de ce fantastique ensemble Yoba et Neojiba. Je vous propose pour commencer cette émission d'écouter une chanson. C'est pas de la musique classique, c'est Camille qui chante et c'est en français et c'est pour vous proposer quelque chose, de me suivre. Le titre c'est Suis-moi. Entre nous soit dit, 14h, 15h, sur la première. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le schlibou. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi, et v'là que nous y voilà. Se pose, c'est si bon quand on se pose, plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. Se perd, c'est si bon quand on se perd, sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. Spam, c'est si bon quand on se spam, d'être si bon ici bas. Suis-moi, qui suis-je, le sais-tu? Suis-moi, ton sosie salut, suis-moi. Et si moi c'était toi? Suis-moi, et si on s'allie, suis-moi, en sueur ou en suie, suis-moi, de ci à ceci là. Se peut, c'est si bon quand ça se peut, que qui peut plus peut le mieux, mieux que qui, mieux que quoi. Split, c'est si bon quand on split, de rire et que la pluie pleure elle aussi de joie. Se parle, c'est si bon quand on se parle. Si on vit si bas. Ba
Ça, c'était Camille avec Suis-moi. Et vous allez me suivre, Ricardo Castro. Il faut que j'explique un peu les dessous de cette émission. Nous sommes encore un petit peu à l'heure brésilienne, puisque vous êtes arrivé du Brésil il y a 3 jours. Et donc, vous êtes en train de manger, là, devant ce micro. Et je vais vous laisser manger tranquillement votre belle assiette, pommes de terre, haricots et poulet. Du coup, on va directement écouter une voix, car vous pouvez faire 2 choses à la fois, Ricardo Castro, manger et écouter une voix. Ma mère était pianiste, elle avait été avant élève d'une élève d'Antonio Rubinstein, donc nous avons l'école russe. Et après, elle avait suivi des cours avec Busoni. Donc je pense que comme école, j'étais dans les bonnes mains. Formation à casa, mais par la suite, vous avez suivi le conservatoire. Non, j'étais toujours élève de ma mère à la maison. Seulement, j'avais suivi des cours plus tard avec Casella et avec Agosti, mais c'est seulement quelques mois. Mais j'ai toujours travaillé chez moi à la maison. J'ai seulement pris les diplômes, naturellement, au conservatoire. J'ai fait les examens. Et alors, cette précocité se retrouve avec votre premier prix au concours international d'exécution musicale de Genève en 1949. Oui, et c'est là que ma carrière a commencé. J'étais très jeune. Je pense que je suis la plus jeune lauréate du concours de Genève. Et alors, c'est là, je suis particulièrement attachée à cette ville parce que c'est ça. Toute mon aventure, c'est ici qui a commencé. Émission sous forme de late lunch, déjeuner tardif pour vous, en tout cas Ricardo Castro, pas si tardif puisque vous êtes encore un petit peu décalé, jet-lagué comme on dit en bon français, Ouais, vous arrivez du Brésil. Il y a encore eu un concert qui a fini tard hier avec Vous avez joué tard hier, Ouais. petit déjeuner tard ce matin, Voilà. et donc déjeuner ou dîner comme on dit en Suisse, Oui. tard ici dans cette émission, mais tout va bien, vous êtes là, Bien autour sûr. de cette table avec moi, on va vous laisser terminer l'assiette un petit peu plus tard, mais là j'aimerais que vous arrêtiez un petit moment de mâcher pour me raconter, parce que je vous ai vu, quand même j'ai vu votre regard s'illuminer en entendant Maria cette voix. Tipo. Qui vient de 1985 au micro de François Achille Roch. Vous avez Ah, mentionné c'est Maria incroyable. Tipo tout à l'heure. Oui, en fait, je venais d'arriver en Suisse. À ce moment, j'étais son élève. Et c'est quelqu'un qui était très important dans ma vie. C'est une chaleur humaine immédiate. Et c'est quelqu'un qui transborde cette chaleur. Surtout quand on quitte son pays, sa nourriture, ses amours, la famille, pour aller ailleurs, pour devenir un meilleur pianiste. Il y a quand même un vide qui s'installe. Vous aviez 20 ans, Ricardo Castro. Pas encore. Pas tout à fait. Pas encore. 19, je suis arrivé un peu avant je fais anniversaire à la fin de l'année. Vous vous souvenez du jour où vous êtes arrivé à Genève, arrivé du Brésil? Oui, en fait, une année avant, j'étais à Paris pour une première rencontre avec l'Europe. Et à Genève, je suis en fait venu participer au concours que Maria Tipo, c'est là où on s'est connus. Je me suis inscrit à ce concours comme un tremplin pour pouvoir rester ici. Je savais qu'il y avait des grands professeurs dans le jury. Je savais que mon niveau n'était pas très très haut à ce moment-là. Même c'était pas mal, mais j'étais préparé à ne pas aller très loin. Mais je voulais rencontrer les personnes. Et le concours était le meilleur moyen. Drôlement, un mois avant que je suis venu en Europe, un mois avant, j'étais dans un festival pour me préparer. Et vous savez, les festivals d'été, il y a toujours autre chose que la musique aussi. Il y a un peu de sport, la piscine. Alors il y avait du football. Et quand les jeunes ont appris que j'étais brésilien, ils m'ont mis dans le match. Et tout le temps, ils m'envoyaient le ballon. Et effectivement, il y a un jeune Français qui savait pas jouer du football. Il est venu avec un gros coup de pied sur ma jambe et il m'a cassé le pied. Et j'ai dû faire le concours de Genève avec une jambe dans le Ce qui est pas facile pour jouer au piano quand même, hein, il faut Non, dire. non, j'ai pas pu utiliser la pédale parce qu'en fait, j'ai pas voulu montrer le plâtre. J'ai enlevé le plâtre pour jouer et mon pied n'a pas marché. Donc c'était un peu une cata, la première épreuve. Mais Maria Tipo, elle m'a remarqué. Tout de suite après, on a eu une conversation. Elle m'a dit, viens travailler avec moi à Genève. Viens étudier avec moi à Genève. Alors pour moi, c'était là le déclic. Et
Ensuite, j'étais pas très certain de le faire parce que je savais pas comment financer tout ça. J'avais un train pour Paris, après j'allais rentrer au Brésil. J'ai raté ce train. C'est peut-être le seul train que j'ai raté dans ma vie. J'ai raté le train. Un acte manqué, vous l'avez raté exprès? J'ai raté le train et j'ai été à sa rencontre. On a organisé que je fasse un examen d'entrée. C'était un examen très serré parce qu'il y avait plus de 40 candidats. Il y avait que 2 places. Au conservatoire de Genève. Dans sa classe, elle avait entre 7 et 8 élèves à ce moment-là et deux places vacantes. Et j'ai pu prendre une de ces places et ça a changé ma vie. Et comme je disais, elle était un peu comme une mère pour moi parce que c'est vrai que c'est pas facile. Surtout en étant un artiste, on est là, on est censé d'être un peu sensible quand même, ouvert aux sensations de ce monde, mais on quitte tout. On quitte son pays, sa culture, sa langue, on parle pas très bien, on n'a pas beaucoup d'argent, on mange différemment. Et on est seul dans un autre pays. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir après. Pourquoi il fallait qu'on quitte son pays pour devenir un bon musicien? Et c'est une des choses qui m'a fait créer le programme à Bahia. Neojiba. Ouais. Ce programme que vous avez créé, Neojiba, il y a plusieurs années maintenant, dont émane le Yoba, le Youth Orchestra of Bahia, qui finalement offre la possibilité à des jeunes sur place, pas que des jeunes des favelas d'ailleurs, des jeunes brésiliens de Bahia. Oui, c'est-à-dire que, étant donné que le Brésil a 80% des gens très très pauvres, donc c'est la même proportion d'un programme, mais on offre un enseignement de très haute qualité, des opportunités comme une tournée comme celle-là. Et ça fait donc quelques-uns de ces 4600 jeunes sont choisis finalement, ils passent des auditions j'imagine, pour entrer dans l'orchestre. Dans cet orchestre. Qu'on peut voir en ce moment. Et la magie de ce mouvement, c'est que ces jeunes-là sont les professeurs des autres. Donc il y a des enfants de 14 ans, des adolescents de 14 ans dans cet orchestre qui sont des excellents professeurs. Et ça, on les a immédiatement appris qu'ils pouvaient enseigner, surtout qu'ils pouvaient apprendre en enseignant. Et on a réussi aussi à vendre, entre guillemets, l'idée que on doit pas séparer les deux choses. Un musicien, il a pour obligation la transmission. La transmission de sa connaissance. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Un type comme Frédéric Chopin, tout le monde connaît, il donnait 6 heures de cours par jour. Franz Liszt, la même chose. Si on se rapproche, on voit Claudio Arrau, le pianiste chilien mondialement connu. Il avait des centaines d'élèves. Chaque fois que je lis une bio, j'étais élève de Claudio Arrau. Et vous enseignez aussi à la Haute École de Musique. Il a eu quand même un trou dans l'histoire du XXe siècle où le marché de la musique a fait que les musiciens n'ont plus le temps pour enseigner. Et surtout qu'on leur a expliqué, si vous savez le faire, vous faites. Si vous ne le savez pas, vous enseignez. C'est un paradoxe, ça. C'était un peu la poubelle, hein. C'était, si vous n'êtes pas assez bon musicien, vous allez enseigner. Et surtout qu'on sépare les gens à l'école aussi. Dans une autre école, ceux qui font la pédagogie, ce sont ceux qui sont pas très forts à l'instrument. C'est un comble. Donc, dans notre programme, on préconise exactement le contraire. Les deux choses doivent aller ensemble et ça marche bien ensemble. Parce que ceux qui enseignent le mieux, ce sont ceux qui jouent le mieux. Et ça, c'est magnifique. Donc, c'est un message qu'on aimerait d'ailleurs que ça illumine un peu l'hémisphère nord. Le message est donné, en tout cas. Là, vous l'avez dit clairement. Alors, si on revient quelques années en arrière, avant ces 19 ans et l'arrivée à Genève, vous avez touché un piano pour la première fois. Alors, je ne sais pas à quel âge, mais en tout cas, à 3 ans, vous jouiez déjà du piano, Ricardo Castro. On peut dire que ça a commencé jeune, racontez-moi. Oui, bien sûr. Oui, il y avait un piano à la maison. C'est une chose que maintenant c'est plus rare. Maintenant qu'il y a ces machines qu'on presse un bouton et ça joue. C'est dommage. Il y avait un instrument à la maison, c'est clair. Mais mieux que ça, la sœur de mon père, donc ma tante, elle jouait du piano et elle enseignait à ma sœur. Ma sœur qui était un peu plus âgée. J'avais rien à faire. Il n'y avait pas iPad, petit jeu Pokémon. Il n'y avait pas ces choses. Donc, j'ai regardé ses cours de piano. Et quand elle arrêtait son cours de piano, je me mettais au piano et je jouais tout. Vous l'imitiez? Oui, imitier, ça marchait. Et je jouais plus rapide qu'elle. Donc elle a abandonné. Elle était découragée parce que j'allais trop vite. Elle a pris après la guitare, je fais la même chose. Alors, voilà. Un musicien né, finalement. Il y avait quelque chose d'inné. Et je pense que l'idée, c'est que la musique, elle exprime mieux ce que j'ai à dire que les paroles. Et c'est pour ça qu'on fait de la musique. C'est que c'était un canal, comme on dit, de transmission d'émotions
très très fort. Et une fois qu'on a trouvé la porte d'entrée, on la quitte plus. Et on va au concert après. Et je dis souvent aux gens, on fait une critique de la musique classique en disant qu'il y a que des cheveux blancs dans le public. Et j'ai parié que ces gens, et nos aïeux, on dit les cheveux blancs, ils étaient musiciens un peu à la maison, comme des amateurs. Ils jouaient un peu leurs instruments et ils ont compris l'importance de la musique. Et si on enlève la musique des écoles, si on enlève la musique de la pratique de la population, les concerts vont disparaître. Parce que la nouvelle génération, elle n'a pas eu cette sensation que j'ai eue quand j'étais enfant, que la pratique de la musique, c'est un privilège, elle peut pas être limitée aux illuminés des dieux qui ont un talent spécial, etc. Bon, d'accord, après, si on fait une carrière, oui, il faut un peu un coup de pouce un certain talent. Un certain, oui, mais c'est un ensemble de qualités, c'est de la discipline. C'est aussi beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Il y a pas de secret. Si on voit quelqu'un comme Martha Argerich, qui c'est notre invitée surprise des dimanches, elle travaille énormément, énormément. Le jour du concert, elle est au piano. Mais les gens disent, mais elle a une grande facilité. Mais c'est du travail aussi. Évidemment. Et vous aussi, vous travaillez beaucoup, Ricardo Castro, au point que vous n'avez plus le temps de manger et que vous mangez pendant cette émission. Je vais chercher un piano immédiatement parce que j'ai un concert demain. Oui, etc. juste après l'émission, je crois qu'on vous a trouvé un piano pour juste après 15h pour que vous puissiez travailler votre piano. Vous exploitez vraiment chaque minute. Chaque minute. Alors, exploiter chaque minute de la chanson qui va suivre. Elle est assez longue. Vous avez de la chance pour terminer votre assiette qui refroidit devant vous. Oui. C'est Béatrice. C'est une chanson qui nous vient de votre Brésil, Milton Nascimento qui la chante et c'est une chanson de Chico Buarque. Entre nous soit dit, Mélanie Crobalian. Que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel, e se eu pudesse entrar na sua vida. Olha, será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa pudesse entrar na sua vida, sim, me leva para sempre, Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão, para sempre é sempre por diz quantos desastres tem na minha mão. Diz se é perigoso a gente ser feliz.
Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina a vida da atriz? Se ela um dia despencar do céu, e se os pagantes exigirem bis, e se um arcanjo passar o chapéu, e se eu pudesse entrar na sua vida? La beauté, la douceur et la poésie et la voix surtout de Milton Nascimento qui chantait Béatrice, c'est une chanson de Chico Buarque. Vous vouliez, je crois, Ricardo Castro, en dire deux mots. On est très synchronisé avec la fin de votre repas. Oui, j'ai fini mon repas. Ça y est. Merci. On mange très bien à la radio. Voilà. C'est ce qu'on rêve dans notre pays, d'avoir des installations, de l'équipement, etc. pour qu'on puisse développer nos compétences finalement. Et cette chanson, elle parle un peu de ça. Ce monsieur qui chante Milton Nascimento, c'est en quelque sorte notre Pavarotti. On n'a pas Pavarotti parce qu'il n'y a pas d'opéra, il n'y a pas de l'école d'opéra là-bas, il n'y a pas la culture pour ça. Et alors la musique trouve toujours un moyen de s'exprimer. Et là, on a un chanteur qui m'a beaucoup inspiré. Il y a des disques, notamment le mouvement Club da Esquina, qui donne une esthétique extraordinaire de ce qui peut être un phrasé, ce qui peut être une couleur, et de ce qui peut être un engagement aussi, parce que c'est assez politique. Et derrière, il y a des mots, et on pourrait dire que c'est notre Schiller. Au fond, ce que vous voulez dire, Ricardo Castro, et c'était une des questions que je voulais vous poser justement, c'est quelle a été l'influence de la musique brésilienne? Je parlais de samba au début de cette émission, parce qu'on pense Brésil, on pense samba, on pense rythme, on pense musique traditionnelle. La musique populaire là-bas. Quelle est l'influence de la musique populaire justement sur votre manière, vous, d'interpréter la musique classique? Elle est très forte, parce qu'il y a 3 ans, je lisais pas la partition, donc j'ai reproduisais ce que j'entendais. Donc j'entendais surtout de la musique populaire. Mais bien sûr que je reproduisais aussi d'autres choses. Le premier morceau que j'ai juste c'était Nocturne de Chopin, le fameux, etc. Et je reproduisais tout ce qui venait à mon oreille, et je reproduisais beaucoup aussi de musique populaire. J'ai fini par apprendre la guitare pour pouvoir, pendant les vacances, continuer à la pratique de la musique, parce qu'on met pas un piano au bord de la mer, surtout j'avais pas un piano au bord de la mer. Plus pratique pour draguer les filles en plus, c'est bien. Avec une guitare, je pouvais. Ça marche bien, oui. Voilà. Alors, ça veut dire qu'on est, si on est musicien au Brésil, on est immédiatement en contact avec cette musique. Et là, on avait Chico Buarque comme parolier, et je pense immédiatement aux chansons de Schubert, qui ont été si importantes pour la construction de l'esthétique musicale européenne. Et chez nous, c'était ça. C'était une chanson comme celle-là qui a une complexité harmonique, une beauté d'interprétation, une profondeur des mots. Et on a beaucoup de choses comme ça au Brésil qui nous inspirent. Et j'ai voulu choisir celle-là comme exemple. Qui vous inspirez vous et qui inspire les jeunes, vos jeunes, et 4600 jeunes de Neo Jiba. Je vous propose maintenant de partir brièvement à Paris, et puis avec un piano, toujours. Alors il y a aussi, puisque nous en sommes au chapitre pédale, il y a la fin qui en général est totalement incompréhensible. Hein. Noyé aussi. Non, mais puis c'est surtout qu'on comprend rien du tout. Parce que vous avez, en général, on entend les accents déplacés, alors que la main droite est en contretemps. Hein. Et vous noterez sur le manuscrit que vous avez des accords
sans points et vous avez des basses avec les points. Autrement dit, Chopin ne veut pas. Il veut hein? Et là, vous avez, vous voyez, c'est intéressant les ratures de Chopin. Vous avez ici, il a rayé, il a mis par mesure la pédale. Et après, un temps. Ensuite, il y a 1 mesure et demie sans pédale. Et là, il avait mis une blanche et il a supprimé, il a remis une basse piquée. Il a supprimé la pédale. Bon, évidemment, c'est plus parlant quand on a l'écriture de Chopin sous les yeux. Là, évidemment, vous avez l'écriture de Chopin, c'est merveilleux. C'est tellement vivant, tellement extraordinaire. Dominique Merlet. Un grand sourire sur votre visage en l'écoutant, et c'est vrai qu'il a, alors on sent même en 1 minute d'archive la passion qu'il transmet quand il parle de musique et de piano. Ah non, c'est un grand maître, et un maître qui fait réfléchir, et ce qui est pointilleux, on dit ça, méticuleux dans l'approche de la partition. Vous avez suivi ses cours à Paris? Ah oui, quand vous étiez tout en jeune tant qu'élève aussi. privé, pas dans l'institution. J'étais quelques fois dans sa maison. Et à Verneuil-sur-Seine, je crois. Et c'était des rencontres très importantes, parce qu'il m'a ouvert un monde de réflexion. Et d'ailleurs, en fait, les musiciens ont commencé à réfléchir sur les détails de la partition, sur leur texte, comme on dit, la partition originale, les manuscrits, seulement à la fin du XXe siècle. Et on a beaucoup changé la façon d'interpréter après ça. Et lui, c'était un des musiciens, un des pianistes ils ont penché sur les notations et diverses de la partition de Chopin, qui est très complexe. C'est un compositeur très méticuleux aussi. Et là, il parlait de la pédale. On parlait justement de la pédale que vous ne pouviez pas toucher lors du concours. Oui. Avec votre jambe cassée. Ouais. Alors c'était vraiment une rencontre aussi. C'est un grand professeur de la grande technique pianistique. Il donne beaucoup d'assurance au piano quand on suit ses conseils. Et aussi un exemple de dédication. Vraiment, il est dédié à ça à fond, 200%. De dédication, c'est-à-dire de se donner vraiment complètement au piano. À l'enseignement. À l'enseignement, à ses élèves, à transmettre. Il est fou de ça. Il est très organisé. En plus, ça marche très très fort. Donc c'est quelqu'un très important pour moi et pour plusieurs pianistes. C'était à peu près au même moment, je crois, Ricardo Castro, que vous étiez à Genève et à Paris. Vous avez fait des allers-retours, je crois. Oui, comme je disais, j'avais toujours un pied ailleurs aussi, parce qu'il y a quelque chose en Suisse qu'il faut de temps en temps s'en aller. Surtout pour quelqu'un qui a grandi ailleurs. On a besoin de s'aérer, de voir un peu le monde vrai. De quitter ce calme. De quitter ce calme, parce que le reste du monde n'est pas comme ça. Alors, j'avais toujours un pied quelque part, et j'ai eu un bon moment en appartement à Paris, en parallèle à ma maison ici. Si vous ne deviez retenir qu'une chose que Dominique Merlet vous a apprise, c'est quoi? La réflexion. La réflexion avant l'exécution. Avant de jouer, au fond. Réflexion sur la partition, comme on l'entendait là. Avec différentes interprétations possibles. Alors, vous êtes parti effectivement à 19 ans pour l'Europe du Brésil. Pourquoi, au fond? C'est parce qu'il n'y avait pas de néogiba, il n'y avait pas de structure pour apprendre? Voilà, là, c'est peut-être quelque chose qui est inné, et j'ai toujours voulu bien faire ce que je faisais. Et très rapidement, j'étais le meilleur pianiste de la ville. Premier concert à 10 ans, je crois? À 8. 8 ans. Avec orchestre à 10 ans. Après, j'ai gagné des concours nationaux, mais je savais que j'étais pas bon. Je sais pas pourquoi, mais je savais que j'étais pas bon. Et vous deviez quand même être un petit peu bon pour pouvoir donner des concerts. C'était pas ça, je donnais des concerts. C'était que cette recherche de la beauté, de l'accomplissement de la chose, de devenir bon, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas d'être fameux, ni avoir une carrière, ni donner les concerts en soi. Parce qu'en fait, le plus grand plaisir d'être musicien, c'est qu'on se réveille et on se met à faire de la musique. C'est un privilège, ça. Donc, c'est pas forcément pour un concert, mais on se met à la recherche de la beauté. C'est comme un peintre qui est
prend sa toile ou quelqu'un qui prend la plume pour écrire son livre, c'est merveilleux. Je suis un privilégié de pouvoir faire ça, mais j'aimerais faire ça le mieux possible. Et je savais que j'avais encore des ressources, et j'en ai encore, j'apprends tous les jours, et je savais qu'au Brésil, j'aurais pas été loin. Une limite. Ah oui. Et alors, j'ai cherché à être auprès des plus grands pour apprendre. Parce que j'ai une théorie qui est très simple. On a tous le même DNA. Parce que parfois on dit, les Brésiliens sont musiciens de nature. Mais justement, on aurait pu dire que vous alliez devenir très logiquement musicien de samba, comme Milton Nascimento, comme Chico Buarque. Et pourquoi vous avez choisi la musique classique? Elle m'a touché immédiatement quand j'étais petit. J'étais petit à quelque chose, c'était par chance, effectivement. C'était des disques, c'est quelque chose qui me parlait immédiatement au fond de mon âme. Et c'est une musique construite pour nous, par nous, les êtres humains. C'est un ensemble d'informations, d'harmonie, de rythme. Mais vous n'avez jamais hésité? Je n'ai même pas réfléchi. J'étais très petit et d'ailleurs, comme ça arrive à tous les jeunes qu'on dit prodiges, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre à la maison, on te fait jouer comme un petit singe, non? Moi, j'aimais pas ça. Surtout que les gens, ils se mettaient à plusieurs autour du piano pour m'entendre jouer, mais ils arrêtaient pas de parler. Alors moi, je disais, mais si vous faites pas silence, il y a pas de musique. Et moi, j'étais tout petit, hein. Déjà tyrannique, comme tous les pianistes professionnels, bien sûr. J'aimerais qu'on écoute maintenant Carlos Kleiber. Enfin, on va pas l'entendre, on va l'entendre diriger surtout le Wiener Philharmoniker. C'est Johannes Brahms, la symphonie numéro 4. Un extrait parce que malheureusement, on peut pas tout écouter, sinon on n'aura plus le temps de parler et ce serait bien dommage, Ricardo Castro. Voilà, c'est un extrait. Malheureusement, on aimerait en écouter plus de ce Brahms symphonie, cette symphonie. Je cherchais le mot symphonie numéro 4 en mi mineur, Allegro ma non troppo, dirigé par Carlos Kleiber, le Wiener Philharmoniker. Vous avez écouté ça très concentré, Ricardo Castro.
Pourquoi vous avez choisi de diffuser précisément ça? En fait, j'avais un doute au moment avec la 3e symphonie, que c'était un des morceaux d'orchestre, le premier que je me souviens d'avoir entendu au Brésil quand j'étais enfant, et qui m'a fait un impact beaucoup plus fort que n'importe quoi d'autre. Et donc l'orchestre à ce moment-là me parlait déjà beaucoup, mais je me souviens pas qui dirigeait, parce que j'étais un enfant, j'ai passé disque. Et ici en Europe, déjà, j'ai fait cette rencontre virtuelle. Bien sûr, je l'ai pas rencontré avec Carlos Kleiber, et avec cette 4e symphonie, qui est un enregistrement historique reconnu comme une des plus grands achèvements, on dit achèvement réalisation, une des plus grandes réalisations artistiques enregistrées sur disque. Et j'ai voulu joindre à cette expérience esthétique de connaître l'orchestre, l'expérience de connaître un artiste comme Carlos Kleiber, qui sortait de la boîte, on va dire, qui était différent. Et ça m'a toujours interpellé, au même niveau qu'une Martha Argerich, des artistes qui regardent le monde autrement. Et ça lui, c'était quelqu'un de très, très spécial, et ça n'a pas très bien fini pour lui. J'ai appris après, par un documentaire, qu'il est mort tout seul dans un chalet en Autriche, sur sa table. On lui a retrouvé mort, comme ça, la tête sur une table dans son chalet. Donc, je ne savais pas que ça allait être aussi tragique, aussi triste pour un artiste qui avait une telle capacité de création. Et ces informations réunies avec le vécu que j'ai eu avec beaucoup d'artistes de très haut niveau m'ont fait réfléchir sur notre métier, parce que la plupart de ces personnes n'étaient pas très heureuses. Finalement. On va y venir à ça. J'aimerais qu'on parle justement de ça, parce que j'ai prévu d'en parler tout à l'heure. Là, c'était donc Brahms que vous allez jouer après-demain, vendredi 2 septembre à 20h à l'Auditorium Stravinsky. C'est dans le cadre toujours du Septembre musical. Vous allez diriger et jouer du piano, diriger l'orchestre. Ça, c'est Beethoven. Ça, c'est à Beethoven. Parce que j'ai vu que dans le programme ici, c'est mentionné Brahms. Peut-être que vous avez changé. Il y aura Brahms et Beethoven? Ah non, et Tchaïkovski. Et il aurait une ouverture de Brahms. Ça fait ce ne sera pas la symphonie. On a changé pour alléger un peu le programme. On va faire du Saint-Saëns, l'ouverture, et la bacchanale et des Samson et Dalila. Et avant l'Empereur, que c'est le concerto de Beethoven, que je joue et dirige. L'orchestre, la deuxième partie, c'est une grande symphonie russe. C'est la 4e de Tchaïkovski. Mais effectivement, Brahms, on ne joue que très peu, par respect. On a une méthode au Néogiba, avec cet orchestre aussi, c'est qu'on choisit le morceau en fonction du développement, du plan d'étude. Donc on part pas en tournée avec les morceaux choisis comme un orchestre professionnel. Donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup réfléchi par rapport à ce qu'un morceau comme ça, une symphonie de tel et tel, peut apporter aux musiciens, et s'ils peuvent vraiment bien jouer. Donc, une question de niveau, évidemment. Une question de niveau, et Brahms demande une maturité qui va au-delà de beaucoup de choses. Et finalement, on est en train de faire cette année les 9 symphonies de Beethoven, et l'année prochaine, on fera les 4 symphonies de Brahms pour la première fois. Il faudra travailler encore un petit peu. Voilà. J'ai une dernière voix à vous faire écouter, qui parle justement de cette idée de faire carrière, de faire des concerts, de ce que c'est que d'être pianiste au fond. Tout le monde a des problèmes dans la vie. Et moi, j'en ai comme tout le monde, bien sûr, mais je suis heureuse quand même. Pour beaucoup de raisons. Mes problèmes viennent surtout du fait que j'ai un peu de peine à faire une carrière. Alors, j'aimerais mieux ne pas la faire. Mais en même temps, j'aime bien donner des concerts. J'aimerais bien en donner moins peut-être et travailler plus pour moi, avoir plus de temps pour moi. Et ça, c'est pas possible. Et c'est dommage.
Vous ressentez la même chose, Ricardo Castro, que Maria João Pires qui s'exprimait là en 1976? On a une histoire assez différente finalement. Donc elle est. Vous avez fait un duo avec elle, hein? Ah oui, on a enregistré, on a fait beaucoup de concerts. Mais elle avait déjà 20 ans de plus. Là, c'était en 1976, c'est toute petite voix. Oui, j'ai eu un doute parce qu'elle avait une petite voix d'enfant comme ça. C'est vrai qu'elle est petite et sa voix a changé un peu. Mais après, j'ai reconnu immédiatement. Et c'est intéressant de savoir qu'elle le disait en 76. Déjà. Mais c'est drôle de savoir qu'elle a pas changé. Elle a continué de jouer quand même fait une grande carrière après ça et elle a joué le jeu finalement. Tout en essayant de le combattre. C'est vrai qu'elle a un discours très fort. C'est une des personnes, d'ailleurs, quand on a fait un duo, j'ai commencé à comprendre que c'était beaucoup mieux d'être à deux sur scène que d'être seul. Pourquoi? Donc on s'amusait à faire des concerts. C'est plus drôle. Ah oui, et on se partageait des récitals. Elle faisait la moitié, moi je faisais l'autre moitié. Et ce qui était plus intéressant, qu'on n'avait pas besoin de répéter pour jouer ensemble. On avait quelque chose qui n'est pas explicable, parce on prend une partition, on la lit de la même façon. Et donc on répétait très peu, on faisait beaucoup de concerts, c'était très pratique, très très agréable, etc. Mais c'est quelqu'un aussi peut-être qui m'a amené à cette réflexion sur la carrière. Mais cette réflexion, elle venait d'avant. J'ai vécu quelque temps chez Argerich avec la famille à Genève et je voyais passer beaucoup de musiciens. Et le discours était toujours le même de Maria João. Ils sont pas contents, ils sont pas heureux, la vie personnelle ça marche pas, la santé parfois ça marche pas, les agents sont ci, etc. Je dis mais pourquoi? Il y a quelque chose qui va pas. Et ça fait que, même en ayant des tout grands prix internationaux, j'ai fait Leeds, j'ai fait des prix à Gesand, au ARD à Munich. Le concours de Leeds en 94, le premier grand prix qui vous a fait décoller, au fond, Ricardo Castro. Oui, c'est-à-dire qu'avant Leeds, je jouais déjà bien en Europe. J'avais fait un prix que je considère très important, c'est à Munich. Mm-hmm. C'était mon premier concours, j'ai immédiatement eu un prix. Et ça m'a donné des concerts importants et j'avais l'appui d'une agence à Genève. Ça, c'était en 85, hein, quand vous êtes arrivé, plus ou moins. Ouais. Le prix de Munich, c'était 87. 3 ans après mon arrivée. Donc, en 3 ans, j'ai fait beaucoup de travail et j'ai pu avoir ce prix. Donc, j'ai commencé à voir cette vie, à voyager seul, à me retrouver tout seul après un concert dans un bled en Allemagne, qui avait eu un public magnifique, bien sûr, un piano de rêve, avec un programme incroyable. Être décalé, manger des assiettes de cafétéria dans des studios, comme maintenant. Mais à la fin, on se retrouve seul. Et surtout qu'on se retrouve avec un téléphone qui nous avertit votre prochain concert, etc. L'année prochaine, tu vas jouer tel morceau avec tel orchestre. Donc, on n'avait pas beaucoup de choix. Et au début, j'ai dit, bon, il faut jouer le jeu parce qu'il paraît que c'est comme ça. Mais j'ai immédiatement compris que, en regardant mes collègues, plus âgés et beaucoup avec une vraie carrière, parce que moi, j'étais un débutant, qui avait quelque chose que tournait pas très rond. Et ça fait que j'ai pas beaucoup investi dans ma propre carrière. Et les gens se disaient, mais Ricardo, tu as enregistré chez Deutsche Grammophon, tu fais rien. J'ai dit, mais non, c'était comme un disque comme un autre. Et tu as gagné Leeds et tu vas pas faire du marketing. Il dit, non. Alors, moi-même, je savais pas pourquoi, mais, et vous disiez, ça c'est n'a pas dommage. plu. Je pensais à ma vie personnelle, j'aimais régler ma vie personnelle, mes amours, ma vie, ma santé, mes élèves aussi. J'ai jamais quitté mes élèves, même en ayant un prix comme Leeds. J'ai pas voulu quitter le travail à Fribourg. Et du coup, ça marche? Vous êtes un artiste heureux? J'adore donner des cours. Votre vie se passe bien? Mais finalement, à la fin, je voyais que je ne voulais pas être une marionnette d'un système. Et j'ai créé mon propre système aujourd'hui où je vois que ce que je fais a un sens plus grand que gagner de l'argent en jouant des sonates de Mozart. Parce qu'à la fin, on nous demande de jouer le même concerto le même temps et on nous paye bien. Hein. Ça peut être une vie très agréable, on peut faire une fortune. On voyage beaucoup. Un jour, un agent m'a dit, tu vas pas être riche. J'ai dit, mais tu te trompes, je vais être riche d'autres choses. Alors que quand j'ai créé le Néo-Jiba, je lui ai envoyé une lettre. Voilà, je suis millionnaire. 4600 jeunes. Dans Néo-Jiba, dans ce programme, qui sont en train d'apprendre la musique. Vous amenez régulièrement des instruments qu'on récupère en Suisse. Hein. Il faut aussi féliciter une dame qui s'appelle Jacqueline Moser, qui récupère des instruments un peu partout ici, génial, ça. Qui vous les donne. Et vous les faites rénover, vous les faites refaire, retaper, et puis vous les emmenez au Brésil dans vos valises. Mais on a créé aussi une école de lutherie là-bas, avec l'appui du luthier André-Marc Huvillers de Genève. Il a enseigné des jeunes de Bahia. Maintenant, on peut le réparer sur place.
Et aussi avec l'appui des Urkinden à Fribourg, on fait ça avec les instruments à vent. Et donc on peut prendre des instruments en très mauvais état, on les retape au Brésil, c'est beaucoup moins cher d'ailleurs. Un système durable mis en place. Bravo Ricardo Castro. On va répéter un petit peu le programme pour ces prochains jours parce que vous êtes venu du Brésil pour Septembre musical, ce festival de musique classique entre Montreux et Vevey qui existe depuis des années, depuis 1946. Oui. Il a lieu jusqu'à ce dimanche. On pourra vous voir, vous jouer au piano et en même temps diriger l'orchestre de Bahia, l'orchestre des jeunes de Bahia, vendredi à 20h à l'Auditorium Stravinsky. Dimanche encore à 16h, toujours pareil, vous au piano, vous dirigez l'orchestre. Il y aura encore Anne Dutoit comme récitante, une trompette. Il y aura notamment dimanche à 16h. Et il y aura bien sûr Martha Argerich, l'invité surprise qui n'est plus une surprise. C'est l'hommage Camille Saint-Saëns. Oui, il y aura aussi notamment. Concerto de Ravel, concerto de Shostakovich. Et le mardi suivant, on est à Florence, on continue en tournée jusqu'au 11. Bon, alors si vous avez envie de voyager et que vous ne pouvez pas venir au Septembre musical, vous pouvez suivre Venez en Italie. Tout ça. On a en 5 Italie, concerts. Ça sera magnifique. Ça se passe entre, justement, Montreux et Vevey, ce Septembre musical, du 26 août au 4 septembre, entre l'Auditorium Stravinsky et le très joli Hôtel des Trois Couronnes à Vevey. Donc ça vaut la peine d'aller faire un petit tour, c'est pas loin. Merci beaucoup Ricardo Castro, on va vous libérer dans 1 minute pour aller vite foncer sur un piano ici dans cette radio, vous entraîner un peu, répéter jusqu'à ce soir. Ce soir, vous faites quoi? Ce soir, on a une répétition. Voilà, il y a l'orchestre qui m'attend à l'auditorium pour répéter pour demain. Très bien. Alors après avoir répété ici, fait une autre émission de radio, vous retournerez bien sûr du côté de Montreux pour répéter. Merci. On se réjouit de vous entendre en concert. Merci Ricardo Castro. Bon vent. Merci aussi à Dany Sulam et à toute l'équipe de la documentation écrite qui tous les jours m'aide à trouver des informations utiles, très très utiles sur mes invités. Le site internet, c'est Dany Sulam qui le gère. Vous pouvez aller faire un tour, rts.ch/entre nous soit dit en un seul mot. Demain, je serai en compagnie de Jean-Philippe Yutzi. On parlera culture, diplomatie et ça ira de Paris à Pékin. C'est vaste, je sais. Juste après les informations dans Détour, Muriel Méra vous emmène en voyage. Ça se passe jusqu'à 16h ce voyage. Merci d'écouter la première. Il est 15h.